Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un reptile super connu dans le milieu terrariophile. On va parler du gecko léopard, autrement dit Eublepharis macularius. Je sais, il y a déjà beaucoup de contenu sur internet qui traite de ce sujet, mais j'étais obligé forcément d'en parler un peu sur ma chaîne YouTube. C'est mon premier reptile, là j'ai des spécimens, ça va faire 8 ans, donc quand j'ai commencé ma passion, que je les ai, donc j'étais obligé dans cette vidéo de leur rendre un peu hommage en faisant une grosse vidéo pour les présenter. Donc dans cette vidéo, je vais vraiment tout vous présenter de A à Z, avec du coup bien sûr l'aménagement d'un terrarium, mais aussi la présentation de l'espèce, son comportement, etc. Enfin bref, pose-toi tranquillement chez toi dans ton canapé, et c'est parti pour une grosse vidéo sur le gecko léopard. Je vais donc commencer cette vidéo par vous présenter l'espèce. Donc le gecko léopard est une espèce déserticole qu'on va retrouver dans des milieux arides. Alors quand on pense tout de suite milieu déserticole, on pense tout de suite à des zones sableuses comme le Sahara ou je ne sais quoi dans l'imaginaire de certains passionnés. Mais on n'est pas vraiment sur ça, on est plus sur des milieux très argileux avec beaucoup de roches, etc. Mais il n'y a pas vraiment des dunes de sable comme on pourrait l'imaginer, du moins pour certains. En termes de répartition, c'est un lézard qu'on va retrouver au nord-est de l'Inde, au Pakistan ou encore en Afghanistan. Voilà, c'est vraiment dans cette zone-là qu'on va les retrouver principalement. Le gecko léopard est un lézard nocturne et crépusculaire. Il va donc vivre principalement la nuit et en fin de journée. Même si ça reste quand même un lézard qui est très curieux. Et moi personnellement, les miens, c'est que dès que je suis dans ma pièce, généralement ils sortent toujours de leur cachette pour voir un peu ce qui se passe et voir s'il n'y a même pas d'ailleurs un peu de nourriture qui traîne. Le gecko léopard est un reptile cavernicole. Il va donc aimer se cacher dans des sortes de cavernes, donc dans des cachettes. Mais ça, je vais en parler un peu plus après dans la vidéo quand on va faire l'aménagement du terrarium. En plus de ça, le gecko léopard est un lézard qui est insectivore et terrestre. Donc terrestre, donc il va passer la plupart de sa vie au sol, et insectivore, il va donc manger principalement des insectes à 90%, donc tout ce qui va être criquet, grillon, blattes, etc. Donc ce sont des insectes à taille adaptée par rapport à la morphologie de l'animal. Et de temps en temps, on pourra ensuite donner des teignes de ruche, par exemple. Moi personnellement, c'est ce que j'aime donner à mes reptiles. Ou encore parfois c'est des vers de frêne ou des vers de morio. Moi personnellement, c'est pas mes vers préférés parce que je les trouve plus difficiles à digérer pour les animaux. Mais après, encore une fois, c'est chacun son retour d'expérience. En termes de morphologie maintenant, donc c'est un petit lézard qui fait entre 18 et 20-22 cm. Donc les mâles sont plus grands que les femelles. Ils sont aussi plus massifs au niveau de la tête. Et ils possèdent aussi des hémipénis qu'on peut retrouver. Là, je vous fais quelques plans juste ici sous la queue. Comme on peut le voir, c'est aussi un lézard qui est assez court sur pattes. Donc on peut vraiment voir que c'est une espèce qui est faite pour la vie terrestre. Elle n'est pas faite pour se réceptionner en hauteur si elle fait des sauts par exemple. Elle est vraiment faite pour rester au sol. Les gecko léopards sont aussi connus pour leur morphologie au niveau de la queue. Alors en fait, il y a un peu un mythe dans la terreau qui dit qu'en fait la queue des gecko léopards est liée à leur réserve de graisse. Alors c'est à la fois vrai et faux. En effet, dedans il y a des graisses, mais pas que. Il y a surtout une grosse partie des graisses qui est concentrée directement au niveau de l'abdomen de l'animal. Mais là-dedans, en fait, finalement, on n'a pas tant que ça en réserve de graisse. Dans cette queue, il y a surtout pas mal de muscles aussi, pour que si en gros un jour il y ait un prédateur qui impressionnerait le lézard, qui puisse du coup s'en détacher, donc on appelle ça l'autotomie. Et donc en délestant sa queue, ça permet de faire diversion face au prédateur. Le gecko léopard peut donc perdre sa queue comme je l'ai dit, mais derrière ça va entraîner une repousse de queue, par contre qui est nettement moins jolie que la queue originelle sur les gecko léopards. Moi j'ai de la chance, tous mes gecko léopards, enfin du moins les 4 qui me restent, ont tous leur queue de base, donc c'est pas des queues de repousse. Quand on commence la passion des reptiles et qu'on veut un lézard, souvent on nous conseille 3 lézards, c'est le Pogona, le gecko léopard et le gecko à crête. C'est un peu comme quand on commence Pokémon et qu'on doit choisir entre 3 Pokémon absolument. Sauf que moi ce conseil là je l'aime pas trop. Tout simplement parce que en fait moi je pars du principe qu'on peut commencer à peu près avec tout ce qu'on veut, tant qu'on est bien évidemment documenté sur l'espèce, en ayant plusieurs sources d'informations, etc. Par contre, si tu as vraiment choisi un gecko léopard pour commencer, bah écoute, c'était vraiment un super reptile, c'était un très bon choix, parce que c'est à la fois un reptile qui est intéressant à observer, mais aussi joli, franchement, il faut le dire, c'est quand même un beau reptile, et c'est aussi un reptile qui est très robuste, donc qui peut pardonner, on va dire, une erreur de débutant, même si bien évidemment, il faut toujours prendre en compte les paramètres vitaux de l'animal. En plus de ça, si tu choisis un gecko léopard,
tu as plein de mutations disponibles maintenant sur le marché. Donc c'est avec la sélection humaine, à chaque fois en sélectionnant, on a créé des mutations. Donc on a aussi le Gecko classique, on a le High Yellow, l'Eclipse, le Black Knight, le Tangerine, le Super Hippo Tangerine, on a le Super Max No, le Radar, enfin bref, on a une tonne maintenant de mutations différentes sur le marché. Donc s'il y a vraiment une couleur qui fait kiffer, bah écoute, fonce, parce que tu as vraiment plein de choix de coloris, on va dire, en termes de Gecko. C'est vraiment à toi selon tes goûts. Moi personnellement, tout ce qui est mutation un peu pétante, etc., c'est pas trop mon délire. Moi j'aime les choses plutôt naturelles. Donc moi ce que j'ai chez moi, c'est des Gecko classiques et dits High Yellow. Donc les High Yellow, ce sont des Gecko qui sont un peu plus jaunes que les spécimens qu'on va retrouver dans la nature. Mais on va dire que c'est pas des choses qui sont trop bling bling, parce que moi c'est pas trop mon délire dans les reptiles. Le Gecko en termes de prix, parce qu'on peut quand même en parler dans cette vidéo-là, c'est pas un reptile qui est super coûteux, on va dire, à l'achat, du moins sur le reptile en lui-même, parce que il est très commun en captivité, et donc il va coûter en moyenne entre 25 et 100, 150 euros maximum, selon après le spécimen, la mutation, etc. On va dire que pour des spécimens comme ça, classiques, ça va coûter entre 25 et 40 euros, donc c'est clairement abordable. Par contre, il y a quand même un prix conséquent pour l'installation, mais ça, je vais en parler juste après. Après, on a quand même quelques mutations un peu plus rares, un peu plus recherchées. Je me rappelle quand les Black Knight sont arrivés sur le marché, ça coûtait quelques milliers d'euros. Je me rappelle en avoir vu à 3000, 2000 euros et tout. Finalement, quelques années plus tard, avec les reproductions, etc., parce que le Gecko c'est un reptile qui se reproduit très bien en captivité, il ne coûtait plus que 150, 200 euros. Je vais quand même vous présenter mes Gecko parce que c'est quand même le sujet de la vidéo. Donc là, je les ai tous réunis sur la table. Donc j'ai mes 4 différents Gecko. Là, ici, j'ai vraiment mes 3 femelles. Et ici, j'ai mon mâle, donc c'est mon mâle reproducteur. Bon, même si ça fait un petit moment qu'il ne reproduit plus. C'est lui à la base, mon mâle reproducteur dans le groupe. Je vais donc vous présenter la toute première que j'ai eue, avant que quelques mois plus tard, les autres la rejoignent. Donc c'est vraiment la toute première que j'ai eue. Alors elle est un peu speed, mais elle est vraiment super jolie aussi. Après, j'ai aussi du coup l'autre femelle que j'ai. Voilà, donc elle qui est sublime, franchement, franchement celle-là c'est ma plus belle femelle Gecko. Alors je vais les remettre dans leur caisse en attendant parce que sinon ils vont se barrer. Là je vous présente la troisième femelle du groupe. Donc elle pour le coup elle est issue d'un sauvetage, donc c'est pour ça qu'elle n'est pas forcément très jolie. Elle a toujours du mal un peu parfois à muer, il lui manque des bouts de doigts, des ongles, enfin des griffes plutôt. Elle a aussi un œil qui est pas super joli, etc. En fait, c'est tout simplement dû à une maltraitance de son ancien propriétaire. Et je l'ai récupérée, je l'ai bien retapée, maintenant elle est en pleine forme. Même si c'est vrai que physiquement, elle n'est pas forcément super parfaite. Mais c'est pas pour autant que je la délaisse plus que les autres. Dites-vous qu'actuellement, elle fait une soixantaine de grammes, donc c'est un poids idéal pour des femelles Gecko. Et quand je l'ai reçue, enfin quand je l'ai récupérée, elle faisait à peine 30 grammes. Il me semble qu'elle faisait 28 ou 29 grammes. Et maintenant, elle fait le double. Donc elle était vraiment très maigre. Elle était brûlée aux UV aussi d'ailleurs, justement. Et je pense que d'ailleurs c'est pour ça qu'elle a peut-être une couleur un peu plus foncée que les autres, parce qu'à la base c'est une High Yellow. Et là je vous présente du coup mon gros mâle, donc lui il fait 23 cm, c'est vraiment un très gros mâle Gecko. On peut voir qu'il a vraiment une tête très massive, alors il a moins de points marron, noirs que les autres, mais il est tout aussi joli, donc on est aussi là sur un High Yellow. Le Gecko, ça vit entre 15 et 20 ans. Alors plutôt 20 ans pour les mâles, et par contre plutôt 15 ans pour les femelles, qui avec leur reproduction, forcément ça use le corps, et donc vivent quand même un peu moins longtemps que les mâles. Mais il faut quand même le prendre en compte que c'est comme un reptile qui peut vivre assez longtemps. Par contre maintenant en termes d'équipement, le Gecko il a quand même certains besoins, et donc je vais dire moi ce que je conseille souvent quand je travaille encore en animalerie. Je disais que pour installer correctement un Gecko, je conseille un budget entre 250 et 300 euros pour le mettre quand même relativement bien et qu'il fasse toute sa vie tranquillement. On va maintenant passer au vif du sujet dans cette vidéo avec l'aménagement du terme qui est juste à ma droite, où là vraiment je vais tout vous présenter de A à Z, de l'éclairage jusqu'au substrat, etc. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur le Gecko, même si c'est un lézard qui est maintenant très commun, il y a quand même beaucoup de choses à dire dessus. Sur le marché, on va trouver plusieurs types de terrariums. On aura des terrariums en verre, comme j'ai actuellement juste ici pour cette vidéo. Et c'est ce que j'aime bien utiliser pour des petits lézards comme ça. On va aussi avoir des terrariums en bois parfois, ou aussi des terrariums directement en plastique.
Après là pour le coup c'est vraiment à vous de voir selon ce que vous voulez, même si je trouve que le bois généralement retient mieux la chaleur que le verre par exemple, mais après c'est vraiment une histoire de goût et de couleur. Et donc pour les dimensions du terrarium, moi ce que je vais conseiller idéalement pour un spécimen, ça sera un terrarium qui fait 60 de large par 45 de profondeur et 45 de hauteur. C'est vraiment l'idéal moi que je conseille personnellement et c'est ce que j'ai actuellement pour vous montrer sur la vidéo. Parfois certaines personnes conseillent plutôt des terrariums qui font 45 de large par 45 de profondeur et 45 de hauteur. Personnellement je trouve ça un peu juste pour un gecko léopard, à moins de vraiment bien l'aménager et encore... Franchement, sur ma chaîne, je suis là pour prôner le fait quand même de mettre bien ces animaux. Donc moi, je conseille vraiment idéalement les dimensions que j'ai aujourd'hui, donc 60 par 45 par 45. Pour la hauteur du terme, celle-ci n'est vraiment pas très importante, étant donné que ce sont vraiment des geckos qui sont très terrestres. Et même parfois, je conseille même de pas trop monter en hauteur, genre des termes de 60 ou 90 de hauteur. C'est même parfois un peu dangereux pour eux, parce que ce sont des animaux qui sont très curieux et qui parfois se retrouvent piégés en hauteur et peuvent parfois se laisser tomber. Sauf que morphologiquement, ils ne sont pas faits pour tomber de très grosses hauteurs, avec leurs petites pattes, leur corps assez trapu, ce qui pourrait d'ailleurs les blesser. Donc vraiment, parfois, il vaut mieux prendre un terrarium de 30 par 45 de hauteur seulement, et prendre plus large que l'inverse. Il y a une grande question dans l'élevage des geckos léopards qui revient assez souvent, c'est la cohabitation entre geckos léopards. Alors il y a plusieurs cas, donc déjà entre deux mâles, c'est pas possible parce que les mâles vont se battre jusqu'à la mort. Donc vraiment deux mâles ensemble, c'est à bannir, même dans des très grands terrariums, franchement je le déconseille. Ensuite, entre un mâle et une femelle, pareil, je déconseille aussi parce que le mâle gecko léopard, il est assez chaud, il a beaucoup de pulsions. Et franchement, en une nuit, il a le temps de se reproduire déjà 2 voire 3 fois avec la femelle. Donc en fait, à part juste l'épuiser, c'est tout ce qu'il va faire. Donc un mâle et une femelle, donc le couple, je déconseille aussi sur la cohabitation à long terme, donc sur une année complète. Après, si vous voulez les reproduire, bien évidemment, ça sera sur des courtes périodes. Mais ça, pareil, je vais en parler un peu plus après dans la vidéo. Et ensuite, la cohabitation entre femelles, là, c'est un grand débat. Certains disent oui, certains disent non, certains disent pourquoi pas. Moi, ce que je dis, c'est que je vais faire parler mon expérience personnelle. J'élève donc des geckos léopards et donc cela depuis plus de 8 ans. J'ai commencé avec un trio de femelles et tout se passait très bien. Pendant 2 ans, ils avaient un très grand terrarium d'1 mètre de long. Tout se passait bien, chacune avait son territoire, chacune avait ses cachettes, etc. Il n'y avait aucun souci. Au bout de la 3e ou 4e année, je sais plus, ça n'allait plus. Enfin, il y avait 2 du trio qui s'entendaient toujours bien, mais la 3e ne voulait rien savoir, ça ne marchait plus du tout. J'ai donc dû séparer le trio, donc j'ai laissé les 2 ensemble quand même qui s'entendaient bien, et la petite nerveuse, on va dire, que j'ai laissée un peu à part, et ça a duré pendant plusieurs années. Ensuite, pendant une année, je sais plus, ça devait être la 5e ou 6e année, le trio a remarché, sans souci, chacune avait son territoire, chacune avait pris ses habitudes, enfin bref, il n'y avait plus aucun souci. Et après ça, donc du coup c'était impossible de les remettre ensemble, pareil, la 3e ne voulait toujours pas se remettre avec le trio, donc impossible, donc je vais forcément refaire un autre terrarium à côté. Donc c'est pour ça que le maintien entre femelles, c'est à double tranchant. Ça peut très bien marcher pendant un temps, et après ne plus marcher, etc. Et surtout qu'en plus un gecko léopard, ça peut se faire comme des belles blessures entre eux. Donc le maintien entre femelles, ça peut se faire, mais prévoyez quand même c'est un terrarium de secours, ou au pire des cas, vous maintenez juste votre gecko léopard tout seul. En solitaire, ça marchera déjà très très bien. Surtout qu'à la base, le gecko léopard dans la nature, c'est un animal qui est solitaire. Hein. Franchement, il ne vit pas en groupe spécialement. Donc un gecko léopard, un terrarium, c'est aussi bien. Et au moins, on est tranquille, on a vraiment l'esprit tranquille. Et ensuite aussi, pour la question du harem, alors personnellement, j'y crois vraiment pas trop. Genre un mâle pour 2-3 femelles. Honnêtement, le mâle gecko léopard, il est tellement chaud, il a tellement comme pulsion, qu'en 1 ou 2 nuits, il a eu le temps de se reproduire au moins 2 fois avec chaque femelle. Donc honnêtement, la question de l'épuisement, pour moi, il y est toujours. Donc pour moi, même le harem, ça marche pas trop. Donc au pire des cas, 2 femelles, pourquoi pas. À voir selon les conditions que je viens juste de vous expliquer. Mais voilà. Après, encore une fois, c'est ma vidéo, c'est mon expérience, c'est moi ce que j'ai pu constater et aussi avoir d'autres avis d'autres éleveurs. Mais après, encore une fois, si vous avez une autre méthode et que tout marche très bien, allez-y, j'ai envie de dire, il n'y a pas qu'une seule façon d'élever ces animaux. On va maintenant parler du chauffage pour les geckos léopards. Donc en termes d'équipement technique, ce que je vais conseiller pour le chauffage, ça sera un tapis chauffant. C'est pour moi le plus adapté pour cette espèce qui est terrestre et nocturne, donc elle va vivre au sol, et donc je trouve que le mieux c'est de chauffer par convection directement, avec un tapis chauffant qu'on va glisser sous le terrarium. Pour tout ce qui est lampe chauffante, personnellement je suis pas très fan pour les geckos léopards, tout simplement parce qu'en fait le gecko léopard il vit au sol et il est nocturne. Donc il ne va pas spécialement assimiler la chaleur par la lumière comme un pogona par exemple. C'est pour ça que pour moi le tapis chauffant est bien plus adapté que la lampe chauffante.
Bien évidemment, dès qu'on utilise un appareil électrique de type tapis chauffant, il faut forcément le thermostater, donc le brancher directement sur un thermostat, tout simplement pour régler la température. Beaucoup de gens qui commencent la passion des reptiles lésinent sur l'achat du thermostat lors de leur première installation, alors que celui-ci c'est clairement la base de la base du cœur du terrarium. Sans ce thermostat, vous ne pourrez pas piloter votre point chaud et votre point froid dans le terrarium. Par exemple, celui-ci de la marque Habistat, qui est vraiment un top du marché, qui coûte 120-130 euros, est très bien pour me faire mon point chaud et mon point froid. Par contre, vous n'êtes pas obligé de mettre forcément ce prix-là dans un thermostat. Il y en a qui sont déjà très bien sur le marché et qui coûtent seulement 40-50 euros, et ça fera déjà très bien l'affaire. Souvent, l'exemple que j'utilise pour le thermostat, c'est comme si chez vous, vous avez un radiateur qui marchait tout le temps non-stop. Alors peut-être l'hiver, vous auriez peut-être un peu chaud, mais ça irait. Mais par contre, l'hiver, vous serez clairement mort de chaud. En fait, c'est le même truc. C'est qu'en fait, sans thermostat, vous ne pourrez pas régler convenablement votre température, puisqu'en fait, votre appareil chauffant type tapis chauffant fonctionnera tout le temps à fond. Donc, ce qui fait que vous avez très peu de chances d'avoir tout le temps un point chaud constant et correct selon les besoins de l'animal. Donc, si à mon thermostat, je lui demande 33 degrés précisément à mon point chaud, il me fera 33 degrés grâce à sa sonde. Avec la sonde du thermostat, si je demande à celui-ci de me faire un point chaud à 33 degrés, il me fera précisément au point chaud 33 degrés. Si on monte un peu au-dessus des 33 degrés, il va donc baisser en intensité pour redescendre à la température souhaitée. Et inversement, si je descends un peu trop en dessous des 33 degrés, il va augmenter son intensité pour revenir à la température souhaitée. Bien évidemment, le tapis chauffant, je le glisse toujours en dessous du terrarium et je le mets jamais à l'intérieur du terrarium. Tout simplement parce que c'est quand même un appareil chauffant, donc ça peut quand même derrière endommager l'animal et le blesser. Bien évidemment, le tapis chauffant, je le mets toujours à l'extérieur du terrarium et sous le terrarium pour un gecko léopard. Pour le thermostat, j'attends avant de le brancher et de l'installer, tout simplement parce que je dois commencer avant à mettre quelques éléments du décor, avant ensuite de mettre la sonde directement dans l'habitat. On va maintenant parler d'un autre très grand débat chez les gecko léopards et chez même d'ailleurs beaucoup de reptiles, c'est le besoin en UVB. Pour moi, les UVB ne sont pas indispensables, ne sont pas vitaux à la vie du gecko léopard. Beaucoup d'éleveurs, même juste de gens lambda qui maintiennent des gecko léopards, maintiennent aussi longtemps leur gecko léopard avec ou sans UV. Il n'y a donc pas de mauvaise maintenance à ne pas mettre d'UVB pour le gecko léopard. Maintenant, après vous commencez un peu à me connaître et vous savez que moi je mets des UV absolument à tous mes animaux, à condition bien évidemment de respecter certaines règles. Avant déjà de vous expliquer ces fameuses règles, je vais déjà vous expliquer pourquoi mettre des UV à ces animaux. En fait, les UVB servent à synthétiser la vitamine D3 qui ensuite assimilera le calcium. C'est-à-dire que si on n'a pas de vitamine D3, l'animal ne pourra pas synthétiser le calcium. Si on donne donc du calcium dans l'alimentation de notre gecko léopard, ce qui est nécessaire, celui-ci sera ingéré mais ne sera pas assimilé par le corps de l'animal. Ce qui peut d'ailleurs entraîner une hypocalcémie, une ostéofibrose, etc. Donc des déformations du corps, surtout quand ils sont juvéniles. Mais ça peut aussi arriver quand ils sont adultes et qu'ils n'ont pas de calcium. On a donc deux options qui se retrouvent face à nous pour le maintien du gecko léopard. On peut soit lui donner de la vitamine D3 en poudre directement, qui servira donc à synthétiser, enfin du moins à assimiler le calcium. On peut directement lui mettre des UVB qui lui permettront d'assimiler naturellement le calcium via la vitamine D3. Dans mon cas personnel, je préfère toujours l'aspect naturel et le comportement naturel de l'animal en lui mettant à sa disposition des UVB. En lui mettant donc des UVB, je n'ai pas à supplémenter son alimentation en vitamine D3. Alors dans ce cas-là, certains vont me dire, bah écoute, j'ai mon Pogona, son UVB il est tombé en panne, clairement je vais pas lui en remettre, je vais lui donner que de la vitamine D3. Et bah ça serait une erreur car le Pogona, comme beaucoup d'autres reptiles, ils sont directement diurnes, donc ils vivent la journée et vont assimiler la lumière avec les UVB. Ils sont donc héliophiles. Et donc pour eux, assimiler la vitamine D3 via juste directement une poudre et non les UVB, ça ne serait pas naturel pour eux. Par contre, pour les animaux qui sont nocturnes, on peut faire ce choix-là entre D3 et directement UVB. Donc clairement, on peut élever son gecko léopard sans UVB, il n'y aura aucun souci. Par contre, il faudra supplémenter en vitamine D3 1 à 2 fois par mois. Mais comme moi, je mets directement des UVB, au moins pas besoin de supplémenter directement, j'ai juste à mettre ma lampe et c'est terminé. Il y a quand même bien évidemment quelques règles à respecter si vous mettez des UVB sur vos gecko léopards, sur vos animaux nocturnes. Alors par contre, si vous mettez des UVB à votre gecko léopard, ne commencez pas à mettre des grosses lampes style Solar Raptor 3 en 1 qui vont clairement bousiller votre gecko léopard, parce que là, les UVB là-dessus sont vraiment beaucoup trop forts et pourraient brûler votre gecko léopard. Moi, ce que je conseille plutôt, c'est d'utiliser soit des lampes économie d'énergie,
ou à la limite des néons type néon UVB Arcadia qui sont déjà très bien. En termes d'intensité, en UVB, moi ce que j'aime me conseiller pour les Gécolopards, c'est du 10 à 12%. Alors là, beaucoup vont me dire ah, c'est beaucoup trop fort, etc. Sauf que moi je prends en compte que j'ai mon filtre, enfin du moins mon grillage Exoterra qui a filtré 50% des UVB. Et en plus de ça, je vais mettre uniquement ces UVB dans une partie très localisée du terrarium. Ce qui fait que si mon Gécolopard ne veut pas s'exposer aux UVB, il n'y va pas, et s'il veut y aller, il peut y aller librement. Je ne le contrains absolument pas à aller directement sous les UVB. C'est absolument ce qu'il faut éviter avec ces animaux. Tout simplement parce qu'ils ont une peau qui est très sensible et très fine, et ça peut assez facilement les brûler. Donc moi là ce que j'ai mis, c'est une lampe à économie d'énergie Zoomed, c'est une 12% il me semble, donc dans une zone très localisée, donc moi j'aurai aucun souci avec les animaux. Alors là je l'ai posée là, mais peut-être après je vais peut-être la changer de disposition selon l'aménagement du terrarium. Pour la durée d'éclairage des UVB, ça sert vraiment à rien de les mettre 12 heures par jour. Moi personnellement pour ces animaux là, je vais seulement les mettre 4-5 heures par jour, c'est déjà très bien. À part juste user la durée de vie de mon éclairage UVB, c'est tout ce que ça va faire. Parce que oui, les tubes ou ampoules UVB, ça a une durée de vie qui va être de 6 à 12 mois en général selon la marque. Et donc en faisant ça, ça évite d'allumer tout le temps inutilement mon éclairage UVB et aussi du coup ça rallonge sa durée de vie. Maintenant le dernier équipement technique pour l'aménagement du terrarium des Gécolopards, c'est l'éclairage LED. L'éclairage LED n'est pas obligatoire dans le maintien des Gécolopards. Après personnellement pour tous mes terrariums comme ça, j'aime bien toujours mettre un bel éclairage pour que ce soit plus joli. Parce que vous voyez que si j'éteins tout, ça fait tout de suite moins esthétique, surtout quand je vais faire mon décor après. Donc l'éclairage LED, il va surtout être là dans un aspect esthétique pour avoir un joli terrarium à observer. L'avantage aussi d'avoir un éclairage LED dans son terrarium pour les Gécolopards, c'est d'avoir une bonne horloge interne pour les animaux, donc le cycle circadien, ce qui permet de bien dissocier le jour et la nuit, ce qui peut être assez cool pour la reproduction par exemple. Dans mon cas personnel, j'utilise beaucoup la durée d'éclairage pour cycler les animaux en période de reproduction ou en période de repos. Donc comme vous l'avez compris, l'éclairage LED n'est pas obligatoire, mais dans mon cas personnel, je le recommande. Pour la durée d'éclairage, en pleine saison, je suis à 11-12 heures d'éclairage. Par contre, l'hiver, quand je suis en période de repos pour eux, je suis seulement à quelques heures, voire même parfois tout éteint. On en a maintenant fini avec l'installation technique du Gécolopard. On va maintenant passer à l'aménagement, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses à dire sur l'aménagement du terrarium pour un Gécolopard. Pour commencer, la base de l'aménagement du terrarium, c'est le décor de fond. Dans absolument toutes mes vidéos, dans toutes mes installations, j'ai un décor de fond. Sans ça, franchement, dans mon cas personnel, je trouve qu'un terrarium perd vite de son charme. Vous voyez la différence avec ou sans décor de fond? Bon là, je le mets juste derrière pour vous montrer, mais il y a quand même une sacrée différence, je trouve. Je trouve que ça permet vraiment de créer un univers spécial dans le terrarium et ça permet aussi de mieux gérer la température en gardant mieux la chaleur. Donc là, en décor de fond, comme pour tous mes terrariums, je vais installer des décors de fond en liège. Alors je sais, c'est pas forcément l'aspect le plus désertique, mais malheureusement, je trouve que dans le commerce, il n'y a pas beaucoup de décors de fond un peu style rocheux et joli, naturel. Donc j'ai pas le choix, j'ai pris ça et on va se débrouiller pour faire quelque chose d'assez joli. L'avantage de ces décors de fond, ça me fait aussi des surfaces en plus d'exploration pour les animaux. Ça permet vraiment de décupler la surface d'exploration pour eux en montant un peu en hauteur. C'est vraiment utile pour des animaux qui sont arboricoles. Après, c'est vrai que pour des Gécolopards, c'est pas forcément super important, mais dans mon cas personnel, j'aime vraiment bien l'utiliser. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever tout dans le terrarium. Je vais coller mon décor de fond, je vais attendre quelques heures, et après, on va continuer avec l'aménagement du terrarium. Ça y est, donc comme vous pouvez le voir, j'ai mis mon décor de fond donc sur toutes les parois. Là, il est en train de finir de sécher. Bon, je peux quand même mettre le décor dedans, c'est pas très grave. Même s'il n'est pas encore sec intérieurement, le silicone, je peux déjà mettre le décor. Pour commencer la base du décor, je vais déjà prendre du desert beading en substrat. Alors je sais, chez les Gécolopards, il y a beaucoup de choix de substrat et aussi parfois certains qui font débat. Donc ça, on va en parler juste ici. En substrat, déjà, le grand débat, c'est le sable. Est-ce qu'on doit mettre du sable ou non? On va donc parler du sable. Le sable, c'est un grand substrat qui fait grand débat dans le milieu des Gécolopards. Alors moi, mon avis perso, c'est que le sable, clairement, n'est pas un bon substrat pour les Gécolopards. Déjà, alors oui, esthétiquement, il peut être joli, il n'y a pas de souci. Par contre, à nettoyer, c'est quand même assez compliqué. Et surtout, c'est qu'il y a un fort risque d'occlusion intestinale. Donc pour le coup, le sable fait vraiment débat en termes de substrat pour les Gécolopards. Et personnellement, moi, je le déconseille, tout simplement parce qu'il peut amener des occlusions intestinales. Alors en fait, il ne va pas amener des occlusions intestinales comme beaucoup le disent en ingérant des proies. En gros, il va ingérer quelques grains de sable, mais pas plus.
Là, en fait, le fort risque d'occlusion intestinale, c'est plutôt s'il ingère volontairement vraiment du sable. En fait, si votre gécolopard a un besoin fort en calcium sur un moment précis et que vous ne pouvez pas lui fournir, comme par exemple une femelle qui est gravide ou encore un jeune spécimen, il pourrait arriver qu'avec une carence en calcium qui se crée, qu'il ingère vraiment à pleine bouchée, donc vraiment volontairement du sable. Et là, c'est vraiment précisément à ce moment-là qu'il y a un fort risque d'occlusion intestinale. Après, avant, s'il mange juste quelques grains de sable en mangeant ses insectes, etc., c'est pas vraiment ça qui va lui boucher l'appareil digestif. C'est vraiment plutôt en ingestion volontaire à pleine bouche. Parce qu'en fait, le gécolopard a vraiment des besoins en calcium qui peuvent varier. Une femelle qui est gestante, un jeune qui est en croissance, ce sont vraiment des facteurs qui font que le besoin en calcium va augmenter. Et donc pour ça, dans le terrarium, on va mettre des coupelles de calcium directement en poudre où l'animal pourra donc directement s'approvisionner en calcium selon la quantité qu'il le souhaite. On ne peut pas faire ça avec tous les reptiles, mais du moins les gécolopards peuvent se réguler comme ça, donc moi c'est ce que je vais faire dans ce terrarium là. Maintenant, un autre substrat, tout ce qui va être aussi copeaux de hêtre, petit comme gros, pareil, honnêtement, je trouve que c'est limite même encore pire que le sable. Parce que là, pour le coup, même juste un copeau, ça peut lui créer directement une occlusion intestinale. En plus, généralement, c'est pas fait spécialement pour absorber l'humidité, etc. En plus, honnêtement, je trouve ça vraiment pas joli du tout. Donc tout ce qui est aussi substrat de hêtre, c'est aussi à bannir. Moi, vraiment, mon top 3 des substrats que je conseille pour les gécolopards, j'en ai 3. J'ai le Litaspen que j'utilise actuellement d'ailleurs, donc c'est du copeau de peuplier très finement coupé qui fait que s'il en ingère, il n'y aura aucune occlusion intestinale. Pour vous le prouver, j'ai eu il y a quelques années des Tympanocryptis tetraporophora, donc je vous mets une photo juste ici. Ce sont vraiment des tout petits agamidés qui font une fois la naissance, enfin la taille d'une pièce de 2 euros, vraiment c'est des tout petits lézards. Et un jour, ils ont ingéré quelques copeaux justement de Litaspen et j'avais vraiment eu peur justement qu'ils aient une occlusion intestinale et il n'y a eu absolument rien. Alors que ça a été des copeaux de hêtre ou même juste du sable, je suis quasiment sûr qu'il y aurait eu une occlusion intestinale vu la taille des animaux. Après en deuxième substrat, on a aussi l'excavateur. Donc c'est un peu comme le desert bedding que je vais présenter après. En fait, c'est une sorte de terre argileuse qui va vraiment durcir très fort comme du ciment une fois qu'on l'aura humidifié. C'est un substrat qui est vraiment très joli à l'œil. On peut vraiment modeler des beaux décors faisant des sortes de nids, de sortes même parfois d'arches dans le terrarium. C'est vraiment super joli à modeler. Par contre, là sur l'aspect hygiène, c'est beaucoup plus compliqué à nettoyer. Ou même si un jour on veut refaire le terrain, il faut tout retremper pour refaire le décor, etc. Ça peut vite être compliqué et salissant. Et donc le troisième que je conseille, que là je vais utiliser, c'est le desert bedding. Donc en fait c'est comme l'excavateur, donc c'est de la terre argileuse mais ça durcit quand même moins fort que l'excavateur, donc au moins c'est plus facile à nettoyer je trouve personnellement. Après c'est quand même un sol qui est à compacter, à humidifier un peu pour qu'il reste quand même bien solide. Donc en gros le Litaspen c'est très bien, peu esthétique mais très pratique. Après on a le desert bedding et l'excavateur qui sont l'excavateur à un niveau quand même plus élevé, plus joli, mais par contre plus compliqué à entretenir. J'ai assez parlé, passons maintenant à la mise en place du décor et du substrat. On se retrouve maintenant 2 jours après avoir fait le décor du terrarium, donc j'ai attendu bien 2 jours, histoire que le silicone sèche bien et que j'ai pas de soucis quand je mette les gécolopards. Donc là je vais juste rajouter quelques précisions par rapport au terrarium que je viens de faire. Donc là sur le terrarium on est vraiment sur un terrarium avec plusieurs cachettes, une au point chaud, une au point froid, et j'en ai même rajouté une au point entre les deux, donc au point tiède on va dire. Comme ça vraiment l'animal aura le choix entre 3 cachettes différentes avec des températures différentes. Et là ce que j'ai fait c'est que les roches sont modulables, alors pas toutes, les bases sont vraiment collées au silicone pour éviter tout éboulement sur l'animal, mais j'ai vraiment des roches au-dessus qui sont bien fixées mais que je peux bouger manuellement. En fait ça va tout simplement me servir
à ce que si un jour j'ai besoin d'attraper l'animal, par exemple pour X ou Y raison, je peux l'attraper sans souci en enlevant juste la roche du dessus. J'ai aussi décalé mon point chaud à gauche, à la base il était vraiment ici à droite. D'ailleurs je vais même le changer de côté du coup, mon tapis chauffant. Tout simplement parce qu'en fait je trouvais que la racine rendait mieux à gauche qu'à droite. Et donc j'ai donc mis ma boîte à mu juste ici au point froid. En parlant de boîte à mu, donc je vais vous expliquer qu'est-ce que la boîte à mu, ou autrement dit même plutôt cachette humide. En fait cette cachette humide va me servir de cachette à l'animal pour muer. En fait souvent les gécolopards aiment bien avoir dans le terrarium à disposition une cachette humide où en fait dedans on va mettre un substrat humide comme de la sphaigne par exemple, de la coco ou aussi de la vermiculite. Et en fait ça va l'aider à muer directement derrière. Ou aussi cette cachette peut servir de site de ponte pour les femelles. Pour bien muer, le gécolopard a aussi besoin d'une très bonne hydratation. C'est pour cela qu'on va mettre à sa disposition dans le terrarium au point froid une gamelle d'eau fraîche. Au début de la vidéo, justement, j'avais parlé du fait de mettre un mâle et une femelle. Moi, dans mon cas personnel, le mâle et la femelle gécolopard ne se voient qu'une nuit dans l'année pour la reproduction. Du moins quand je veux faire de la reproduction. Je fais une petite pause dans cette vidéo pour vous parler de ce livre, Le Gécolopard Eublepharis macularius d'Olivier Antonini, qui est une véritable mine d'informations si vous voulez élever chez vous des gécolopards. Ça parle vraiment de gécolopards sur tous les angles, donc c'est vraiment un super livre que je ne peux que vous conseiller. Pour en revenir sur le terrarium, sur son aménagement, j'aurais pu rajouter des plantes grasses type succulentes par exemple. Alors dans mon cas personnel, j'en ai pas ajouté, tout simplement parce que je suis pas très fan de mettre des plantes grasses dans les terrariums pour gécolopards, bien que ce soit adapté. Tout simplement parce qu'en fait je trouve que ça fait assez kitsch, du moins mon avis personnel, mais après vous pouvez chez vous très bien en mettre et ça rendra aussi super bien. Si vous débutez dans la passion des gécolopards, on va avoir plusieurs types de cachettes. La première, ce sera les cachettes en résine qu'on va retrouver principalement dans le commerce. Et ces cachettes ont plusieurs looks différents. Personnellement, ce ne sont pas mes cachettes préférées en termes de look, mais après encore une fois c'est chacun ses goûts. Mais par contre, si vous débutez, ce sont vraiment un très bon choix de cachettes, tout simplement parce qu'en fait on peut vraiment les bouger de place selon nos points chauds, points froids. Et c'est vrai que pour un débutant, ça peut être conseillé. On aurait pu partir aussi sur des cachettes en demi-noix de coco qui sont un peu plus naturelles. Bon, moi pour le coup, c'est toujours pas mon délire de cachette, du moins pour un terrarium dans le but de faire un terme naturel. Après, on peut aussi partir sur des cachettes un peu plus naturelles où on va les travailler à la main, comme là j'ai essayé de faire avec des grosses roches, etc. Là pour le coup, c'est vraiment bien qu'on a l'habitude de faire des terrariums comme ça. Si c'est vraiment votre premier terrarium pour gécolopard, vous pouvez essayer. Après, tant que l'habitat est sécurisé, il n'y a pas de souci. Mais on va dire que pour débuter, moi je conseille plutôt de prendre des cachettes en résine et après pourquoi pas partir sur des terrariums un peu plus travaillés comme ça. J'ai vraiment essayé de créer plusieurs volumes dans le terrarium, déjà avec la grosse racine au fond à gauche, mais aussi en variant les niveaux d'épaisseur du substrat ou encore les roches. Quelques fois dans le mois, je donne aussi à mes gécolopards, c'est du repas chic gros paille, donc nourriture en poudre à préparer, qui est vraiment top, c'est vraiment une alimentation ultra complète que je donne quelques fois dans le mois. Et aussi, une fois par mois, je donne à tous mes gécolopards adultes, c'est un souriceau décongelé, donc vraiment un tout petit souriceau de 1 ou 2 jours. Ça permet de faire vraiment le plein en vitamines, calcium, etc. Ce sont vraiment de super bonnes proies complètes qu'on peut donner de temps en temps à nos gécolopards. Je vais aussi parler d'un sujet qui est basique pour les gécolopards et aussi pour tous les reptiles, mais que je trouve qui peut être intéressant à parler en vidéo, notamment si vous êtes des personnes qui débutent pour les gécolopards, c'est le nourrissage. Pour le nourrissage des gécolopards, on a deux types de nourrissage. On a le nourrissage à la pince directement, donc en donnant l'insecte à la pince, ou directement en lâchant les insectes dans le terrarium. Ces deux méthodes sont adaptées pour du gécolopard, par contre il faudra veiller à respecter quelques règles. Déjà, un bon point pour le nourrissage à la pince, c'est que ça permet vraiment de bien vérifier et de quantifier ce qu'on donne à notre gécolopard, notamment si on a plusieurs gécolopards ensemble. Ça permet aussi de créer un lien entre la personne et le gécolopard, du moins d'habituer la présence humaine au gécolopard. Bon, en général, on fait plus ça pour des animaux qui sont un peu plus timides en captivité. Les gécolopards, comme je vous ai dit, sont élevés depuis des générations et des générations en captivité. Il y a moins de soucis, mais ça peut être tout aussi cool à faire. Pour la méthode de nourrissage en lâchant les insectes dans le terrarium, c'est aussi très bien parce que ça permet de développer un peu la chasse de l'animal. Donc ça le fait aussi un peu bouger, etc. Par contre, avec cette méthode de nourrissage, il faudra vraiment faire attention de ne pas lâcher trop d'insectes en même temps dans le terrarium. Par exemple, je parle surtout du grillon, qui peut parfois se retourner contre le gécolopard s'il n'est pas mangé. Dans mon cas perso, je fais vraiment les deux. C'est-à-dire que je nourris à la pince, mais de temps en temps, ça peut m'arriver de lâcher deux grillons dans le terrarium. Je sais qu'ils vont être cartonnés dans les minutes qui arrivent, donc il n'y aura pas de souci. Un petit conseil aussi que je peux vous donner, quand vous mettez comme ça des décors de fond pour les gécolopards ou même d'autres reptiles, collez vraiment bien, c'est le décor de fond à la vitre du terrarium, ou du moins à la paroi du terrarium, tout simplement parce que parfois il peut y avoir des grillons qui peuvent se cacher derrière le décor de fond, et je peux vous dire que quand vous avez un grillon qui chante en pleine nuit ou qui est juste coincé derrière le décor de fond, c'est une vraie galère. En complément alimentaire, moi ce que je vais donner à mon gécolopard, ce sera du calcium,
que je veux donner 1 à 2 fois par semaine pour un adulte. Par contre, si c'est un jeune, je vais en donner presque à tous les repas. Avant de mettre le gecko léopard dans le terrarium, on va parler de tout ce qui est manipulation. Et oui, c'est aussi super important de parler de manipulation avec ce genre de reptile. Le gecko léopard, je dirais qu'il tolère plutôt bien la manipulation. Encore une fois, je prends ça avec des très grosses pinces. Forcément, on va pas se balader avec son gecko léopard toute la journée dans le canapé ou je ne sais quoi. C'est juste que c'est un animal qui gère plutôt bien le stress sur les manipulations. Étant donné qu'on est vraiment sur un reptile qui est reproduit depuis des générations et des générations en captivité, il est maintenant limite habitué. Un gecko léopard va beaucoup mieux gérer le stress sur une manipulation que par rapport à un Celoporus melachidicus ou un Agama agama par exemple. Donc votre gecko léopard, ça reste avant tout de l'observation comme pour tous les reptiles, mais vous pouvez le manipuler de temps en temps. Moi personnellement je le fais jamais, là je le fais vraiment pour la vidéo parce que je change le terrarium etc. Les seules fois où je le fais c'est si je fais des soins. Quand on attrape son animal c'est vraiment par le dessous, on évite vraiment de l'attraper au-dessus, notamment au-dessus de la tête par exemple, où il va vraiment pas apprécier. Bon après honnêtement je vous mens pas qu'avec les miens je pourrais le faire, il dirait absolument rien. Mais on évite, ce sont quand même avant tout des reptiles qui sont des proies dans la nature. Donc on va vraiment chercher à l'attraper par le dessous, ça sera beaucoup moins stressant pour eux. Bien évidemment, si on n'attrape pas son gecko léopard par la queue, au risque qu'il fasse une autotomie, c'est-à-dire qu'il perdrait sa queue comme je l'ai dit en début de vidéo. La nuit, les températures vont redescendre plutôt aux alentours des 23-24 degrés au point chaud, et au point froid on sera à une vingtaine de degrés. Si votre thermostat ne fait pas des températures différentes le jour et la nuit, parce qu'il y a beaucoup de thermostats qui font pas ça, si le terrarium est dans une pièce de vie, vous pouvez le couper totalement le chauffage la nuit. S'il fait genre 20-21 chez vous, dans la pièce où se trouve le gecko léopard, honnêtement, il n'y aura aucun souci, ça peut aussi passer. Pour la reproduction, je vais aussi les cycler, moi, personnellement, dans mon cas. Encore une fois, je vais pas trop m'attarder sur ce sujet-là, parce que c'est pas trop le but de la vidéo. Mais en gros, je vais jouer sur les cycles de durée d'éclairage, de température et de rythme de nourrissage. On va maintenant passer sur la mise en place quand même du gecko dans son terrarium, c'est quand même le point final de cette vidéo. Alors je vais pas mettre ce mâle, lui il aura un autre terrarium, mais on va plutôt mettre ma femelle et c'est ma plus jolie, comme ça vous le verrez en vidéo. On arrive maintenant à la fin de la vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, partager, commenter, vous connaissez la chanson. En tout cas moi je vous dis portez-vous bien et je vous dis à la prochaine, donc allez, ciao.